BFM Business, Happy Boulot, le MAG, l'exécutif de la semaine. Et notre exécutif de la semaine, c'est Alexandre Pachulski. Bonjour, Bonjour. cofondateur de Talentsoft. C'est entre autres un logiciel qui permet de faire des évaluations. Ça fait partie du Next 40, une des pépites de la tech française. Vous avez écrit Unique et puis Génération IA et d'autres livres. Vous avez écrit combien de livres? J'en ai écrit 4, mais c'est les deux qui s'adressent plutôt à un plus grand public, on va dire. C'est pas mal quand même pour un directeur de boîte. Vous êtes un des évangélistes de l'intelligence artificielle dans le monde réel, si je peux vous mettre dans une case. Justement, les cases, c'est notre sujet. Vous plaidez pour la singularité, l'éclosion du talent personnel, mais vous dites que l'intelligence artificielle, elle permet l'individualisation. Mais quand moi je vais sur Netflix ou que je suis sur Twitter ou que j'utilise des algorithmes, je suis plutôt dans ma petite case de pensée, hein. Comment l'intelligence artificielle peut m'aider, moi, à savoir quelles sont mes différences avec les autres et à les valoriser? En deux mots, je pense que l'éducation aujourd'hui, sans là, spécifiquement la critiquer, mais telle qu'elle est bâtie, aide assez peu les gens finalement à se connaître. On ne sait pas quelles sont nos compétences, on a parfois du mal à connaître nos aspirations. Et l'idée qu'il y a derrière Unique et cette notion de singularité, c'est que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, les sujets auxquels on s'intéresse parlent de nous. Et si des algorithmes pouvaient nous offrir une forme de miroir de tous ces sujets qui nous intéressent, des activités qui sont les nôtres, des feedbacks que nous rendent les individus, finalement, elles pourraient peut-être nous permettre d'aller au-delà de nos propres biais, de nos manques de confiance, des fameux syndromes de l'imposteur, de « je suis pas bon en maths », et montrer que finalement on a peut-être des possibilités, des formes d'intelligence qui répondent simplement pas au parcours un peu normatif de l'éducation, des études, du travail, mais qu'on pourrait largement exprimer. Et je crois à une technologie qui pourrait servir de miroir, pour peu qu'on considère vraiment les gens comme des citoyens avec des singularités, et que l'enjeu c'est d'aller chercher et pas justement les faire entrer dans les cases. Donc ça pose la question de l'intention. Mais on dirait que c'est un mélange entre un psy et un bilan de compétences. C'est pas faux. Dans Génération IA, je fais l'analogie avec tous les films où il y a des coachs, des mentors à la Karate Kid et autres Will Hunting, en disant que finalement ces films montrent quoi? Une forme de personne qui va permettre à un autre de croire en lui, de découvrir ses possibilités, et que très souvent, le talent, c'est comme une forme de matière brute qui est coincée dans un carcan, qui ne demande qu'un peu à être cassée pour que tout d'un coup ça se libère. Et ça s'appelle la confiance. Et mais vous êtes persuadé que tout le monde a un talent? C'est-à-dire que c'est une vraie question, parce que les gens se disent, attends, on me dit partout dans les recrutements, je cherche des talents, mais moi j'ai rien, j'ai même pas une passion à vendre. J'y crois pas du tout. Je crois qu'il y a des densités, par exemple, il y a des talents au basket, et puis il y a des Michael Jordan. C'est-à-dire que c'est comme une jauge. Tout le monde n'a pas sa jauge remplie de la même façon, et j'ai pas un discours démago du type que tout le monde peut faire des choses incroyables. Ça, j'y crois assez peu. Par contre, je crois que profondément, sans tomber dans la démagogie, tout le monde est une forme de pièce d'un puzzle, et le talent, c'est la capacité à mettre sa pièce au profit du bien commun. Et parfois, c'est pas énorme, c'est pas spectaculaire, mais c'est quelque chose dont on a besoin. J'ai un exemple qui est toujours le même. Je pense à une personne dans une équipe qui n'est pas le plus grand développeur informatique de la Terre, qui sera jamais un grand manager, mais il sait créer du lien. Et on sait à quel point en ce moment c'est utile. Bah ça, c'est pas un talent qu'on a détecté dans le recrutement, c'est pas un talent que forcément on lui restituera via un entretien X ou Y, et pourtant son équipe l'apprécie pour ça, sans qu'il fasse des éclats en termes de performance. Et bien ça, je suis certain qu'on peut le détecter, mais que les gens ne vont pas forcément regarder ça aujourd'hui. Donc en fait, il faut ouvrir... Ça, c'est un boulot de manager, hein, d'identifier... C'est pour ça que moi, je crois à une augmentation, un enrichissement de nos pratiques, et que l'IA, c'est comme un camarade, comme un collègue, qui vient vous apporter un regard un peu différent et compléter des manques. Et je suis d'accord que dans l'idéal, c'est un travail de manager. Sauf que combien de managers savent justement individualiser les relations, savoir ce que quelqu'un peut apporter par rapport à un autre, et plus important, comment les uns et les autres, encore une fois comme un puzzle, vont s'assembler. C'est comme un manager, ça devrait être un alchimiste. Or aujourd'hui, à cause de la prise de risque, à cause de la tension qui est la leur, et puis de la tension business qu'on leur met, c'est pas des gens qui se voient comme dans un laboratoire en train de faire de la chimie. C'est des gens... non, ils essaient plutôt de gratter du chiffre d'affaires, là. Et pourtant, je suis convaincu que le chiffre d'affaires, on le trouvera. Alors, le film Le Stratège, je ne sais pas si vous l'avez vu avec Brad Pitt et Jonah Hill, c'est dans la ligne de baseball. En fait, il y a un jeune qui connaît rien au baseball, qui a lu un livre qui s'appelle Moneyball, et il va aller chercher des joueurs dont personne ne veut parce que ils ne répondent pas aux 5 critères dominants de la ligue, mais qui, quand on les mettra dans la même équipe les uns avec les autres, vont faire quelque chose d'incroyable. Ce qui ne manque pas d'arriver dans le film, qui est une histoire vraie,
Je crois profondément en ça, et ça, les managers, on doit leur apprendre à faire ça et on doit les aider. Vous utilisez dans votre livre, le nom de votre livre, Génération IA, vous utilisez les films. C'est pour prouver que l'intelligence artificielle, elle est autour de nous et qu'elle est partout, ou c'est pour montrer en fait que tout ça, ce n'est que de la fiction, que parfois l'intelligence artificielle, ça fait peur et que c'est des histoires qu'on se raconte, mais en vrai, ça doit faire beaucoup moins peur que ça. Sans réponse de Normand, c'est les deux. Parce que le chapitre 4, c'est justement montrer aux gens qu'il n'y a pas à en avoir peur, comme avec le mythe du Terminator ou de 2001. On n'y est pas pour l'instant. Mais le fait d'avoir été chercher des films et des séries, d'abord parce que je suis passionné de cinéma, et je trouve que c'est un langage universel dans lequel on peut vraiment expliquer qu'est-ce que l'IA. Parce que l'IA, c'est soit un sujet des GAFA qui ne concerne pas les gens, soit ce sont des films qui font peur et se disent « Oh là là, moi je ne veux pas en entendre parler », soit on se dit « C'est pour les scientifiques, c'est pas pour moi ». Alors que on peut décortiquer beaucoup de films. Je décortique Un jour sans fin, Bohemian Rhapsody, qui ne sont pas des films de science-fiction. Mais dedans, on peut puiser des choses qui vont permettre de comprendre en quoi les données peuvent être biaisées, en quoi les intentions sont importantes, en quoi l'éducation d'une IA va jouer sur son fonctionnement. Mais la crainte fondamentale, c'est la fin de son propre métier. C'est l'attaque sur les jobs, c'est la compétition de l'intelligence artificielle sur l'intelligence humaine. Dans un modèle purement capitalistique, où le but, c'est faire plus d'argent en réduisant les coûts. Vous avez entièrement raison. Moi, c'est ce que j'appelle l'IA de performance. Et là, la machine sert à remplacer. Mais comme c'est les temps modernes de Chaplin, rien n'a changé. Ce qui doit changer, justement, c'est le modèle de société où on se dit, OK, admettons qu'on doive continuer de croître. Il y a une façon de le faire qui ne sera pas au détriment des gens. Moi, je prône une IA de transformation. C'est-à-dire, on va enrichir le manager, on vient d'en parler, et on peut enrichir les gens simplement en leur disant, en fait, effectivement, ça ne marche pas pour toi. Le talent, c'est quoi? C'est la rencontre d'un individu avec une organisation. L'échec de quelqu'un, c'est pas qu'il n'est pas talentueux, c'est qu'il n'est peut-être pas au bon endroit. Et il faut essayer de faire ces assemblages. Et là où l'IA est intéressante, c'est qu'on peut vraiment essayer d'imaginer toutes les possibilités. Et au milieu de toutes ces possibilités, d'aller bien au-delà de notre propre imagination. C'est Truffaut qui disait que la vie a bien plus d'imagination que nous. Mais en fait, l'IA aussi. Simplement, elle doit proposer des choses. Et les gens, selon un modèle de société un peu différent du nôtre aujourd'hui, doivent se dire, tiens, pour tel individu, il y a peut-être cette voie-là. Mais sans changement du modèle de société derrière, je ne pense pas que la technologie va révolutionner ça. Ça veut dire que concrètement, dans une entreprise, quelqu'un peut ne pas être à sa place et il faut avoir le courage de changer les gens d'équipe, de secteur, de les utiliser à autre chose, de leur proposer autre chose. Je me permets de le dire parce que sincèrement, à l'échelle de notre petite entreprise, c'est-à-dire 700 personnes, j'ai des gens qui sont là depuis 10 ans, qui ont fait 7 jobs différents. J'ai vu des gens changer de job et s'éteindre, alors que je les avais vus vraiment briller de tout leur feu le poste d'avant, et j'ai vu l'inverse se réaliser. Donc je suis absolument, je suis pas certain de grand-chose, mais je suis certain qu'on peut vraiment faire éclore quelqu'un simplement, parfois aussi en le changeant de manager, en le changeant de collègue, en changeant de sujet. Moi, j'étais pas très bon, honnêtement, à l'école, enfin, pas très bon, j'étais toujours à 10, jusqu'à arriver à licence maîtrise. Et quand je me suis mis sur le sujet de l'IA, tiens, pourquoi j'ai eu mention bien? Pourquoi j'ai eu mention très bien? Je suis pas devenu plus smart. Ça m'a fait pareil avec l'économie. Moi, j'étais nulle. Et après, quand j'ai découvert l'économie, et après, j'ai brillé. Mais on connaît ça tout le temps. Et on connaît ça avec nos petits cousins, nos petites cousines. Ah, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Tout d'un coup, il y a une rencontre. Ah, c'est incroyable, ils font une carte. Donc, bien sûr que ça existe. Vous essayez de faire bouger les DRH, le secteur des ressources humaines. Il y a une enquête de la NDRH qui est sortie cette semaine qui dit que quand ils réfléchissent à leur métier de demain, le premier sujet qu'ils ont, c'est qu'ils veulent devenir conseillers en management. Ils veulent aider au quotidien les managers à comprendre leurs équipes. C'est possible ça, de transformer ce métier complètement en conseiller en management? En plus, avec la crise, ce que vous venez de dire a encore plus de sens. Pour moi, il y a une translation. C'est-à-dire que finalement, les managers sont un peu les nouveaux RH. Ce sont eux qui connaissent le mieux leurs équipes, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qui bouger, comment individualiser justement le travail sans créer des divas, mais en gardant un collectif. Et les RH devraient être tout au service des managers. Pourquoi? Parce que le manager qu'on vient de décrire, il est perdu. Mais en plus, personne n'a été formé pour ça, parce que les managers, ils étaient formés parce qu'ils étaient performants, pas du tout parce qu'ils avaient ces compétences. Donc, qui va les aider, ces managers? Mais plus drôle que ça, qui va aider les RH à aider ces managers? Donc, il y a tout un ensemble d'offres à repenser parce qu'il y a toute vraiment une transhumance, une translation des jobs. Et les RH aujourd'hui, avec toute la crise sanitaire et réglementaire qu'on connaît, souvent font un peu office de CEO aussi. C'est assez amusant. Vous allez avoir le droit exactement au même quiz que tout le monde. Vous me dites stop ou encore. Rapidement, est-ce qu'on continue les reportings? Stop de la façon dont c'est fait.
Est-ce qu'on continue les horaires? Alors, super stop, puisque les horaires, les vôtres ne sont pas les miens. Par contre, il faut trouver des horaires communs où on va générer du travail collaboratif. Mais sur les temps individuels, on peut oublier les horaires. Les tests de personnalité, stop ou encore? Pourquoi faire? Si c'est pour donner une chance à quelqu'un qui passerait pas le radar autrement, mais dont on sent qu'il a un potentiel, 100%. Si c'est parce qu'il rentre pas dans les cases de la culture qui est très normative, voire tyrannique, absolument pas question. Les CV? Moi, j'aime pas qu'on me raconte la fin d'un film avant d'aller le voir. Donc, je préfère voir les gens et que on est plutôt aujourd'hui, il y a 1000 moyens d'avoir un profil qui tombe sous nos yeux, autre que le CV. Bah, c'est LinkedIn, quoi, l'autre moyen. Non, c'est le storytelling, c'est les commentaires que vous mettez toute la journée sur LinkedIn, c'est les communautés auxquelles vous appartenez, c'est toute votre communication aujourd'hui. Alors vous allez me dire, c'est dégueulasse pour les gens qui ne sont pas sur les médias sociaux, ok, Il faut y aller. mais Les gens qui n'y sont pas, ça va être compliqué quand même. surtout chez les cadres, il faut absolument y aller. Les Zooms et les Teams? Je pense que c'est aujourd'hui un outil indispensable parce qu'on ne reviendra pas en arrière, mais c'est pas non plus la panacée au sens où on ne peut pas essayer de numériser tout ce que l'on faisait avant. Ça doit être là aussi des outils de transformation pour aider à faire autrement, mais pas forcément remplacer ce qu'on faisait. Les Chief Happiness Officers, vous en avez ou pas chez J'ai Talentsoft? toujours été archi contre, simplement parce que je crois au bien-être au travail et que l'employeur que je suis contribue au bien-être des gens, mais le bonheur, si vos enfants ont eu le bac ou si vous venez de divorcer, vous serez heureux ou malheureux et ça dépendra pas de moi. Hein. Les baby-foot? Les baby-foot, oui, si on n'érige pas ça en alpha et en oméga du travail et de la cool attitude, c'est un outil de plus parmi d'autres s'il a du sens par rapport à votre population et au bon endroit et pas une cafette dans un immeuble dégueulasse avec tout le monde qui s'en fout. On va parler formation dans la partie juste après. 85% des jobs de 2030 n'existent pas aujourd'hui. C'est quoi la compétence clé sur laquelle il faut se former? Je pense que c'est ce que Nicolas Taïeb appellerait l'antifragilité, c'est-à-dire être capable de s'adapter à toutes les situations, gérer l'incertitude, savoir prendre des risques, puisque, comme on le sait, la seule chose qui ne changera pas maintenant, c'est un changement régulier, continu et assez fort. Donc, adaptabilité. Vous répondez aux messages sur LinkedIn quand on vous en envoie? Toujours, même pour dire désolé, je peux pas, mais je laisse pas de message vide. Merci beaucoup Alexandre Pachulski d'avoir été avec nous, cofondateur de Talentsoft. Et nous, on va parler formation. Dans la prochaine partie, il faut absolument se former et apprendre à se former. À tout de suite. BFM Business, Happy Boulot, le MAG.